Merci, Monsieur le ministre, pour ces précisions. Je donne la parole à Monsieur Stéphane Viry, rapporteur thématique. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc, la discussion de la mission Travail et Emploi du projet de loi de finances pour 2024 intervient dans un contexte économique favorable pour l'emploi à plusieurs égards. D'une part, notre pays connaît l'un des plus bas taux de chômage depuis 40 ans. D'autre part, des politiques publiques ambitieuses pour parvenir au plein emploi sont mises en œuvre depuis plusieurs années. La dernière en date étant la création du nouvel opérateur France Travail, dont le déploiement progressif à partir de 2024 est financé par les crédits de la présente mission budgétaire. Je voudrais commencer mon propos en faisant quelques remarques sur les crédits affectés à la mission Travail-Emploi, dont la hausse de 2,6 milliards d'euros en autorisation d'engagement et de 1,7 milliard d'euros en crédit de paiement, elle est significative. Mais avant toute chose, je voudrais vous faire part, Monsieur le Ministre, de ma préoccupation au regard du retard avec lequel les réponses du gouvernement aux questions que j'ai posées au début de l'été me sont parvenues. En effet, le 10 octobre, date à laquelle les réponses doivent être transmises aux rapporteurs spéciaux et pour avis, en application de la LOF, nous n'avions reçu qu'un tiers seulement des réponses aux questions posées. 3 mois pour attendre des éléments permettant à un parlementaire de faire son travail dans le cadre du travail de la confrontation institutionnelle entre l'exécutif et le législatif. Je déplore la façon de procéder de l'administration dans le cadre de ces débats budgétaires. Il va sans dire, évidemment, que l'absence de réponse à ces questions est un droit du rapporteur dans l'exercice de ses prérogatives, auxquelles je suis très attaché. Passé cette observation très personnelle, mais très importante à mes yeux, j'en viens au crédit, et notamment au programme 102, Accès et retour à l'emploi, qui a pour objectif de favoriser l'accès et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, dont le niveau est en diminution du fait de l'amélioration de la situation du marché du travail. Néanmoins, la sous-action consacrée au financement du service public de l'emploi voit ses crédits substantiellement croître, plus 170% en autorisation d'engagement, plus 300% en crédit de paiement, afin de consacrer 170 millions d'euros supplémentaires à la transition de Pôle emploi vers l'opérateur France Travail et à la poursuite des expérimentations relatives à l'accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA. Ce sont également 300 ETPT additionnels qui seront déployés en 2024 pour faire face à la montée en puissance des missions du nouvel opérateur. Je salue naturellement et bien entendu ces moyens supplémentaires indispensables à la réussite d'un service public de l'emploi plus efficace et résolument tourné vers les plus éloignés de l'emploi. Dans la continuité des années précédentes, le gouvernement fait le choix, au sein du programme 102, de diminuer le nombre d'entrées en contrat aidé, réduit à 66 700 parcours emploi compétences, les PEC, et 15 000 contrats d'initiative emploi, les CIE, en 2024, soit 80 700 contrats aidés, un objectif, je le signale, fort éloigné des 459 000 contrats aidés encore observés en 2016. J'en viens, Monsieur le Ministre, à ma première question. J'aurais aimé connaître votre avis sur l'intérêt des contrats aidés pour parvenir au plein emploi. Pensez-vous notamment que cette baisse constatée, année après année, est amenée à se poursuivre tout au long de ce quinquennat? J'en viens au programme 103 avec une hausse des crédits qui est très largement portée par la dynamique des aides aux employeurs d'apprentis, qui augmente de 1,8 milliard d'euros en autorisation d'engagement et 300 000 millions en crédit de paiement, dans la mesure où nous partageons votre objectif d'atteindre 1 million d'apprentis par an d'ici 2027, nous approuvons bien entendu le financement de cette montée en puissance. J'en viens au crédit des programmes 111 et 155. S'agissant des crédits du programme 111, amélioration de la qualité de l'emploi et des relations de travail, je comprends que leur hausse est essentiellement liée à l'organisation du scrutin TPE en fin d'année 2024 et au renouvellement des mesures de représentativité patronale et syndicale au 1er janvier 2025. Elle me semble en ce sens tout à fait normale et légitime. Concernant les crédits du programme 155, conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail, qui appuie et soutient les politiques publiques du ministère du Travail, du plein emploi et de l'insertion, je constate que la hausse est due d'une part à l'augmentation des dépenses de personnel, qui représentent 85% des crédits, et d'autre part aux moyens supplémentaires dédiés à la communication et au système d'information. Cette hausse n'appelant pas de commentaires particuliers, voilà les quelques remarques que je souhaitais faire sur l'évolution des crédits. À travers cet avis budgétaire, j'ai souhaité aborder un premier sujet qui est celui de la privation d'emploi au travers de l'expérimentation Territoire zéro chômeur longue durée.
En préambule, je souhaite rappeler que ce projet n'est pas resté cantonné à notre pays. En Autriche et en Belgique, des territoires ont déjà fait l'objet d'une expérimentation similaire, tandis que Rome l'a engagé dans 2 quartiers. Alors que notre exemple inspire, vous le voyez mes chers collègues, il apparaîtrait pour le moins paradoxal de réduire le soutien de l'État à un programme qui a déjà prouvé son efficacité. C'est pourtant l'inquiétude exprimée par l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation et que nous serons nombreux, je n'en doute pas, à relayer ici. Adoptée à 2 reprises à l'unanimité des membres du Parlement, l'expérimentation dont le cadre actuel est issu de la loi du 14 décembre 2020 permet à des personnes durablement éloignées de l'emploi de retrouver un travail stable dans une entreprise utile à son territoire, tout en générant des économies pour la collectivité. Nous sommes très attachés à ce dispositif dont l'extension à 60 territoires permettra d'évaluer les principes qui le régissent. Il m'est donc apparu pertinent d'évaluer, avec les données partielles dont nous disposons, l'adéquation des moyens budgétaires aux ambitions qu'il porte. Je regrette, je le redis, je regrette cependant qu'à ce jour, le gouvernement ne m'ait pas transmis les réponses à mon questionnaire budgétaire concernant ce sujet de préoccupation majeure pour l'ensemble des parlementaires. Le manque de considération pour notre travail ne participe pas à apaiser les inquiétudes légitimes quant à l'avenir de cette expérimentation. J'en viens, mes chers collègues, à présent aux crédits inscrits dans le PLF 2024 qui font l'objet, et je m'en réjouis, d'une augmentation de plus de 50% par rapport à l'an passé, avec près de 69 millions d'euros en autorisation en AE et en CP. Cette hausse, faut-il le dire, cette hausse significative atteste du soutien de l'État à un dispositif utile parmi nos outils pour lutter contre le chômage de longue durée. Elle doit cependant être mise en regard de la dynamique de l'expérimentation qui se poursuivra tout au long de l'année 2024 avec la création de 1091 ETP supplémentaires selon les données fournies par le gouvernement. L'association gestionnaire du fonds conteste ces projections et considère que le niveau de dotation inscrit dans le PLF est insuffisant. Vous le savez, mes chers collègues, l'expérimentation garantit en effet à tous les demandeurs d'emploi volontaires résidant dans le territoire de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à temps choisi. Selon l'association, ce sont plus de 1916 ETP supplémentaires qui devront être financés en 2024, soit 2 fois plus que les estimations du gouvernement. Il est donc, à mes yeux, nécessaire d'envoyer un signal clair à destination de tous les porteurs de projets quant au soutien de l'État aux emplois qu'ils entendent créer. Et pour ma part, je le dis, je suis favorable à la demande portée par l'association de rehausser de 20 millions d'euros les crédits investis, tel que cela a pu être voté déjà hier en commission des finances. En tout état de cause, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous assurer que le soutien de l'État permettra en 2024 de recruter l'ensemble des demandeurs d'emploi de longue durée, volontaires dans les territoires habilités ou en passe de l'être? C'est ma deuxième question. S'agissant de l'expérimentation et du financement, je tiens à rappeler qu'il doit être comparé au coût du chômage de longue durée en termes d'allocation pour la personne, mais aussi d'aides diverses pour son foyer, ainsi qu'aux recettes que celle-ci permet de générer au regard ou à travers de l'accroissement du pouvoir d'achat des personnes concernées et des retombées économiques positives pour le territoire. Et il appartiendra ainsi au comité d'évaluation de déterminer le coût net du dispositif. Monsieur le ministre, c'est ma troisième question, pouvez-vous nous confirmer que le comité scientifique est désormais en capacité de réaliser ce travail d'évaluation? Du reste, un certain émoi s'est fait connaître depuis cet été, puisque le gouvernement a annoncé un recul du financement des salariés dans les entreprises à but d'emploi, les EBE, dont le taux de prise en charge est passé au 1er octobre de 102 à 95% du SMIC. Si pour ma part, je souscris à l'objectif du gouvernement d'inciter les EBE à développer un modèle économique plus robuste en augmentant leur part d'autofinancement, il me semble pour autant que c'est un mauvais signal qu'il aurait envoyé dans une phase d'expansion de l'expérimentation et qui risque de mettre en difficulté un certain nombre d'entreprises. Le risque est tout simplement de les priver de trésorerie, alors que ces entreprises en ont besoin, tout en ne permettant pas de réaliser des économies substantielles pour l'État, puisqu'une subvention d'équilibre viendra compenser en fin d'exercice l'éventuel déficit.
Enfin, en ce qui concerne l'avenir de l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée, il est, à mes yeux, encore un peu tôt pour déterminer le contenu de la troisième loi que j'appelle toutefois de mes vœux. Néanmoins, il me paraît essentiel de tirer les enseignements des premières années de ce dispositif. Outre leur capacité à atteindre des personnes inconnues du service public de l'emploi, l'un des intérêts principaux des territoires zéro chômeur par rapport à des structures classiques d'insertion par l'activité économique est la possibilité pour les demandeurs d'emploi de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Cette stabilité leur permet de lever progressivement les freins périphériques tout en retrouvant la sérénité nécessaire à un éventuel retour sur le marché du travail. Il me semble donc nécessaire de s'intéresser à l'avenir de ces salariés au sein ou à l'extérieur des EBE en les accompagnant de leurs projets professionnels tout au long de leur parcours. Mes chers collègues, le second sujet que j'ai souhaité aborder dans cet avis budgétaire, c'est celui de l'insertion professionnelle et sociale par le sport, à laquelle je crois fermement depuis longtemps. Mais comme beaucoup, j'observe que pour tirer pleinement des opportunités qu'offre le sport dans le domaine de l'emploi, il y a lieu de faire évoluer l'intervention de l'État afin qu'elle devienne plus claire et plus efficace. C'est l'objet de la feuille de route relative au développement de l'emploi et de l'insertion par et dans le sport, signée le 7 novembre 2022, par le ministre du Travail, la ministre des Sports et la ministre déléguée à l'enseignement et à la formation professionnelle, qui est bâtie autour de 5 axes. Tout d'abord, l'amélioration de la lisibilité de l'offre de formation et de certification. Deuxièmement, la simplification de l'accès aux dispositifs d'emploi et à la sécurisation des trajectoires professionnelles. Troisièmement, le renforcement du rôle social des acteurs du sport. Quatrièmement, la reconnaissance des parcours et des compétences dans le sport. Et enfin, cinquième axe, la reconversion des sportifs de haut niveau. Cette feuille de route contient un ensemble de mesures, complétées par les mesures annoncées lors du Grenelle de l'emploi et des métiers du sport, qui doivent permettre de satisfaire l'ambition consistant dans la création de 100 000 nouveaux emplois et dans la multiplication par 5 des bénéficiaires des actions d'insertion par et dans le sport d'ici la fin du quinquennat. C'est un très bel objectif. Je voudrais toutefois évoquer ici quelques-uns des objectifs qui sous-tendent les 4 premiers axes et en profiter pour interroger le ministre sur un certain nombre de points. Premièrement, pour améliorer la lisibilité de l'offre et des parcours de formation, les ministres et les partenaires sociaux se sont engagés à simplifier et à mettre en cohérence les formations et les certifications en créant un référentiel commun des métiers, des compétences et des qualifications d'une part, et en concevant les certifications sous forme de blocs de compétences d'autre part. C'est une réelle avancée, car les diplômes et les certifications dans le secteur du sport sont trop nombreux. 900 certifications actuellement sont environ répertoriées, quand 350 d'entre elles sont actives et inscrites aux répertoires nationaux. Le référentiel que j'ai mentionné doit voir le jour cet automne. Monsieur le ministre, pouvez-vous aujourd'hui confirmer que tel sera bien le cas ? Deuxièmement, pour simplifier l'accès aux dispositifs d'emploi et sécuriser les trajectoires professionnelles, la feuille de route prévoit plusieurs actions, parmi lesquelles l'amélioration de l'articulation des dispositifs et le développement d'outils de communication destinés à les rendre plus visibles. Monsieur le ministre, là encore, pouvez-vous nous donner des précisions sur l'état d'avancement de ces deux chantiers ? Plus généralement, quel bilan le ministère du Travail fait-il en ce qui concerne l'efficacité des dispositifs en question? Je pense notamment à Sésame, aux emplois aidés de l'Agence nationale du sport ou à l'apprentissage dans le sport. Troisièmement, enfin, pour renforcer le rôle social des acteurs du sport, qui n'est plus à démontrer, le ministère du Travail apporte, avec d'autres, un soutien financier à certains projets innovants. À l'initiative baptisée « Les clubs sportifs engagés », tout d'abord, 1 million d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement y sont consacrés dans le PLF pour 2024. Selon les prévisions du gouvernement, l'initiative devrait réunir 10 000 clubs d'ici la fin de l'année prochaine. Je forme le vœu, Monsieur le ministre, que cet objectif soit atteint. Ensuite, aux opérations du Stade vers l'emploi. Ces opérations mobiliseront des crédits portés par le ministère du Travail à hauteur de 690 000 euros en autorisation d'engagement et 280 000 euros en crédit de paiement, et des crédits portés par d'autres financeurs, comme le ministère des Sports, pour un montant égal à 2,1 millions d'euros. Du Stade vers l'emploi, mes chers collègues, est une méthode de recrutement novatrice basée sur l'organisation par les fédérations sportives, en association étroite avec Pôle emploi, d'événements de mise en relation de demandeurs d'emploi et d'employeurs par le sport. Les premiers résultats sont encourageants. Néanmoins, les critères d'évaluation à ce stade sont encore trop parcellaires
Et je souhaiterais, Monsieur le ministre, savoir si le gouvernement envisage de procéder à une évaluation du dispositif, ce qui me paraît indispensable compte tenu du montant des crédits qui lui sont dévolus. Quatrièmement, pour favoriser la reconnaissance des compétences dans le sport, le gouvernement souhaite que le nombre de bénéficiaires d'actions de validation des acquis de l'expérience VAE soit porté à 2400 en 2024. J'ai, pour ma part, la conviction que la VAE peut jouer un rôle décisif dans la consolidation des parcours professionnels, en particulier des personnes les moins diplômées. Je partage donc, là encore, Monsieur le ministre, l'ambition du gouvernement dans ce domaine. Et enfin, mes chers collègues, Monsieur le ministre, je terminerai par un constat. Aujourd'hui, la multiplicité des acteurs institutionnels qui promeuvent, qui accompagnent, qui financent des dispositifs d'insertion par le sport rend difficile l'appréhension et le suivi de l'action publique en la matière. Je m'interroge sur les solutions susceptibles d'être mises en œuvre pour remédier à cette difficulté. Quoi qu'il en soit, l'une des traductions de cet état de fait, c'est qu'il est malaisé de disposer d'une vision exhaustive de l'effort budgétaire consenti par l'État. Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le ministre, le montant total des crédits portés par le ministère du Travail pour financer l'ensemble des actions d'insertion par et dans le sport? Voilà les quelques observations que je voulais faire en tant que rapporteur pour avis sur les crédits de la mission Travail-Emploi pour 2024. Je voudrais très sincèrement et naturellement remercier les administrateurs qui m'ont accompagné pour préparer cet avis de grande qualité, avec beaucoup de précision et avec une disponibilité très constante.